Et je ne vous l'avais jamais dit, mais l'une des finalistes pour le rôle de Gloria était Penny Marshall, qui à l'époque vivait avec Rob Reiner et allait bientôt l'épouser. Sally Sturz était la chérie de l'Amérique dans All in the Family pendant 8 ans. Mais il y a un épisode de 1975 dont elle ne veut pas parler. Lorsque des journalistes l'évoquent, elle change immédiatement de sujet. L'épisode a été diffusé une seule fois, puis a disparu des rediffusions pour toujours. Même ses co-stars évitent de parler. Ce qui s'est passé cette nuit-là était si choquant que les dirigeants de CBS ont reçu des centaines de lettres de colère. Les images existent toujours quelque part dans les archives du réseau, mais Sally a clairement indiqué qu'elle emporterait ce secret dans sa tombe. Sally Ann Sturz est née le 28 juillet 1947 à Portland, dans l'Oregon. Elle était la deuxième fille du Dr. Robert Alden Brothers et de Margaret Caroline. Jours. Ses grands-parents avaient connu de vraies difficultés. Dans les années 1930, son grand-père gagnait moins de 25 $ par semaine, juste assez pour un appartement exigu de 2 pièces. Même si la carrière médicale de son père donnait à la famille un sentiment de stabilité, Sally a toujours porté le poids de ses racines ouvrières. Quand Sally avait 9 ans, son monde a complètement changé. Son père est parti sans prévenir, laissant sa mère élever seule 2 filles. Il n'y avait pas de soutien financier et Margaret a dû trouver du travail alors qu'elle luttait déjà contre une grave dépression. Elle a trouvé un emploi à la Bonneville Power Administration à Portland. À l'époque, les employés de bureau y gagnaient environ 2 000 $ par an, tandis que les chirurgiens gagnaient moyenne plus de 12 000 $. L'écart était écrasant. Certains jours, Margaret était tellement submergée par la dépression qu'elle pouvait à peine sortir du lit. Pour se protéger, Sally a dit à ses camarades de classe que son père était simplement parti travailler. Mais à l'intérieur, elle portait la douleur d'avoir été abandonnée, une blessure qui ne s'est jamais complètement cicatrisée. La vie dans le quartier de Concordia, au nord-est de Portland, était simple mais difficile. Les maisons étaient modestes, les rues étroites et l'air souvent rempli de l'odeur des scieries. 1960, la famille moyenne de la région gagnait moins de 4 800 $ par an, bien dessous du niveau national. Pour la famille Estaes, le lait poudre et le fromage du gouvernement étaient des aliments de base, et la plupart des vêtements de Sally étaient des vêtements de seconde main. Elle avait honte de faire venir des amis à la maison, mais à l'école, elle faisait de son mieux pour s'intégrer. Elle aidait également sa mère aux tâches ménagères et soutenait sa sœur. Malgré les difficultés, les enfants de Concordia ont trouvé des moyens de créer de la joie. Ils ont transformé des terrains vagues, terrains de jeu, construit des châteaux avec des boîtes de carton et joué à chat jusqu'à ce que les lampadaires s'y s'allument. Sally se disait souvent la nuit que les moments difficiles font des gens forts, un mantra qu'elle a gardé avec elle. La douleur de l'absence de son père est plus tard devenue le moteur du travail le plus public de sa vie. 1967, au sommet de sa gloire dans All in the Family, Sally est devenue le visage du Fonds chrétien pour l'enfance. Elle s'est tenue devant les caméras et a parlé des enfants abandonnés et laissés pour compte, comme elle l'avait été autrefois. Pour elle, ce n'était pas seulement un travail. Ceux qui travaillaient avec elle ont dit qu'elle pleurait parfois après avoir lu les scripts. 1999, ses efforts avaient permis de recueillir plus de 100 millions de $ pour les enfants dans le besoin dans le monde entier. De nombreuses personnes qui parrainaient des enfants par le biais du fonds ont dit qu'elles se sentaient émues parce que Sally leur rappelait la fille ou la mère qu'elles auraient aimé avoir. Son travail n'était pas une question de publicité. C'était une façon de transformer sa propre douleur guérison pour les autres. Même avant tout cela, Sally avait trouvé un don qui rendait la vie un peu plus brillante. À l'école primaire, elle a découvert que l'humour pouvait alléger le poids de la tristesse. À 10 ans, elle a commencé à se produire dans le petit salon de sa famille, jouant des sketchs et imitant des personnages de télévision pour sa mère et sa sœur. À l'âge de 12 ans,
elle avait impressionné ses professeurs par son sens du timing comique et son talent pour l'imitation. Lors d'un spectacle de talent de l'école, elle a remporté la première place, se déguisant Ed Sullivan, allant même jusqu'à se bourrer les joues de coton pour faire de l'effet. La scène lui donnait un sentiment de contrôle et d'évasion. Pendant ces quelques instants, elle pouvait remplacer la tristesse par le rire, et les sourires qu'elle voyait sur le visage de sa mère lui faisaient croire son don. À 17 ans. À 17 ans, Sally a quitté Portland avec seulement 200 $ et un rêve. Elle a déménagé à Los Angeles pour étudier l'art dramatique au Pasadena Playhouse, l'une des écoles de théâtre les plus respectées du pays. Elle a obtenu une bourse et a rapidement été nommée l'étudiante la plus prometteuse, un honneur rare que peu de gens ont jamais obtenu. Les professeurs ont vu quelque chose de spécial, elle, la qualifiant de talent naturel avec l'étincelle d'une star. Le Playhouse lui-même connaissait des difficultés financières à l'époque, et seul un petit nombre d'étudiants ont réussi à décrocher de grands rôles à la télévision. Sally était déterminée à être l'une d'entre eux. Ses débuts n'ont pas été faciles. 1970, elle a dansé et joué dans des émissions comme The Smothers Brothers Summer Show et The Tim Conway Comedy Hour. Dans l'émission de Conway, un producteur l'a abruptement renvoyée après seulement quelques répétitions, disant que son énergie était trop forte et donnait un aspect bon marché à l'émission. Le rejet a été un coup dur, d'autant plus qu'elle n'avait que 23 ans et qu'il lui restait moins de 100 $ à la banque. Des années plus tard, Tim Conway lui-même a admis qu'il regrettait de l'avoir laissée partir, disant qu'elle avait apporté quelque chose de sauvage et d'unique sur scène. Pourtant, ce revers est devenu son tournant. Parce qu'elles avaient été renvoyées, son emploi du temps était libre juste au moment où CBS avait besoin de quelqu'un pour une nouvelle émission appelée All in the Family. Les auditions ont eu lieu octobre 1970, quelques semaines seulement après son renvoi. Norman Lear, le créateur de l'émission, l'avait déjà remarqué dans un épisode de Smothers Brothers. Il a dit qu'elle avait la rare capacité de faire rire les gens puis de les faire pleurer dans la même scène. Quand Sally a auditionné, il a tout de suite su qu'elle était le choix parfait pour Gloria Bunker. Janvier 1971, l'Amérique la regardait chaque semaine dans le rôle qui allait définir sa carrière. Sally elle-même pensait qu'elle perdrait le rôle au profit de Penny Marshall, qui sortait avec Rob Reiner à l'époque et ressemblait davantage à Jane Stapleton, qui jouait Edith Bunker. Sally se sentait invisible, assise à côté de Penny dans la salle d'attente. Mais Norman Lear lui a dit « Nous avons déjà Edith. Nous avons besoin de quelqu'un qui fasse de Gloria sa propre personne. » Cette assurance a tout changé. Cependant, Sally Stars a révélé un jour un commentaire de Norman Lear qui l'a hanté pendant des décennies. Au début de la première saison de All in the Family, alors que l'émission commençait tout juste à devenir la sitcom numéro 1 Amérique, elle a nerveusement demandé à Lear s'il l'avait choisie parce qu'elle était la plus drôle des nombreuses actrices qui avaient auditionné. Sa réponse l'a stupéfaite. Il lui a dit « Nous vous avons engagé. Parce que, tout comme Carol O'Connor, vous avez les yeux bleus et un visage rond. » Lear a expliqué que le public ne s'intéresserait au bourru et bigot Archie Bunker d'O'Connor que si sa fille ressemblait à une fille à papa. Les mots étaient crus et froids et ils lui sont restés mémoire pour le reste de sa vie. Elle n'a pas répliqué. Elle s'est simplement éloignée, choquée. Alors que l'émission montait popularité, Sally s'est retrouvée exclue d'une manière qui la blessait profondément. Malgré 8 années, tant que rôle principal dans l'une des émissions les plus regardées de la télévision, elle n'a jamais été invitée au fameux dîner de Norman Lear. Ces réunions étaient une tradition régulière où Carol O'Connor, Jane Stapleton et Rob Reiner s'asseyaient autour de la table de Lear avec leurs conjoints. Sally n'a jamais été incluse. Elle a admis plus tard « Je n'ai pas été invitée chez lui pendant 8 ans. Ce n'était pas agréable. » Voir ses co-stars se lier avec Lear alors qu'elle restait à l'extérieur n'a fait que renforcer son sentiment d'exclusion. Peu importe le nombre de prix ou de distinctions qu'elle a reçus, même après des années de performances primées aux Emmy Awards,
Lear ne l'a jamais considérée comme plus que ce qu'il appelait la quatrième banane. L'attention se portait toujours d'abord sur Carol O'Connor, Jane Stapleton et Rob Reiner. Le nom de Sally et son personnage venaient souvent dernier, tant dans les conversations que dans les scripts. Elle a expliqué « J'étais la quatrième banane après les trois autres ». Son rôle, bien que central, tant que fille d'Archie Bunker, était constamment maintenu arrière-plan. Une partie du problème, a expliqué Sally, était que les scénaristes avaient du mal à créer des lignes significatives pour elle. L'équipe, qu'elle a décrite comme des scénaristes juifs brillants et plus âgés, a souvent admis qu'ils ne savaient pas comment écrire pour une jeune femme comme Gloria. Semaine après semaine, elle se retrouvait avec les mêmes 3 répliques. « Je vais t'aider à mettre la table, maman. »« Michael, où vas-tu? » Et « Oh papa, arrête !» Chaque nouvel épisode mélangeait ces répliques dans un ordre différent, la laissant désespérée d'avoir plus de substance. Quand il ne savait pas quoi faire de son personnage, les scénaristes la renvoyaient simplement hors de l'écran. On lui disait d'aller à l'étage pour se laver les cheveux ou prendre un bain pendant que le reste de la famille s'attaquait aux problèmes sérieux de politique, de racisme ou de bigoterie bas. Sally a dit que cela lui donnait l'impression d'être effacée, d'autant plus que cela signifiait que les voix féminines étaient absentes pendant les moments même qui définissaient la réputation audacieuse de l'émission. 1974, après 5 saisons, sa frustration a atteint un point de rupture. Elle a décidé d'intenter une action justice contre Norman Lear, déterminée à rompre son contrat. Le procès lui a coûté 40 000 $ frais juridiques à un moment où elle gagnait environ 35 000 $ par an, ce qui montre à quel point elle était devenue désespérée d'échapper au rôle. L'affaire a choqué l'industrie. Peu d'acteurs dans les années 1970 ont osé défier quelqu'un d'aussi puissant que Lear. Le différend est allé à l'arbitrage. All in the Family attirait plus de 40 millions de téléspectateurs chaque semaine, ce qui rendait sa rébellion d'autant plus risquée. Au cours des audiences, Sally a décrit à quel point le plateau était étouffant et à quel point elle était sous-évaluée par rapport à ses co-stars. L'histoire s'est répandue rapidement, révélant les luttes cachées d'une jeune femme piégée à l'intérieur du plus grand succès de la télévision. Mais Sally a perdu. La décision l'a forcée à rester pendant 3 saisons supplémentaires. Elle a dit plus tard qu'elle avait l'impression d'être piégée par son propre succès. Revenir sur le plateau dans ces circonstances n'a fait qu'aggraver les choses. La tension a grandi avec ses co-stars et elle s'est sentie de plus exclue des décisions créatives. Même lorsque l'émission battait des records, elle sentait que sa propre carrière était étouffée. Ironiquement, les années qui ont suivi son procès se sont avérées être la seule période qu'elle a évoquée avec tendresse. Entre les saisons 6 et 8, Gloria est devenue sauce-mère et les Stevics ont emménagé à côté des Bunkers. L'écriture lui a finalement donné plus de matière à travailler. Elle a décrit ces saisons de 1975 à 1978 environ, comme les plus amusantes de son temps dans l'émission, bien qu'elle ait admis qu'elle se sentait toujours aliénée des autres. Elle a remporté 2 prix Primetime Emmy, 1972 et 1969, pour son rôle de meilleure actrice dans un second rôle. Mais malgré ces honneurs, elle a admis qu'elle s'était sentie artistiquement étouffée pendant la plupart de ses années dans l'émission. Pour le public, elle était la fille préférée de l'Amérique. Dans les coulisses, elle luttait contre la déception quotidienne et se demandait si elle avait vraiment sa place dans l'industrie. Dès son tout premier épisode, janvier 1971, All in the Family a été un paratonnerre. L'utilisation audacieuse par l'émission d'un langage offensant et de scénarios choquants a forcé l'Amérique à affronter les préjugés quotidiens que beaucoup essayaient d'ignorer. Les insultes et les stéréotypes grossiers d'Archie Bunker étaient conçus comme une satire, un miroir tendu à la société. Mais 1974, des études ont montré quelque chose d'inquiétant. De nombreux téléspectateurs bigots ne considéraient pas Archie comme un personnage dont il fallait se moquer. Ils étaient de son côté. Certains épisodes ont repoussé les limites si loin qu'ils sont maintenant rarement vus. 1975,
Pendant Birth of the Baby Part 2, Archie est apparu blackface pour une performance de Minstrel Show. Même alors, les spectateurs ont écrit des lettres de protestation. Des décennies plus tard, l'épisode est censé considéré comme impossible à regarder et il apparaît rarement dans les rediffusions ou les services de streaming. Sally expliquait souvent que les acteurs avaient des règles strictes concernant ces scènes. Archie pouvait dire quelque chose de raciste ou d'offensant seulement si quelqu'un d'autre dans l'épisode le contestait pour cela. Si aucune correction ou réfutation ne pouvait être écrite, la réplique était coupée. Les scénaristes ont travaillé dur pour s'assurer que la bigoterie était toujours la blague, et non les personnes qui étaient moquées. Mais même avec ces précautions, des recherches ont montré plus tard que de nombreux téléspectateurs n'ont pas compris la satire. Certains ont simplement ri avec Archie plutôt qu'à ses dépens. Au fil du temps, les épisodes contenant des insultes ou du blackface ont discrètement disparu de la circulation, car les réseaux et les plateformes ont mis balance l'héritage de l'émission et les normes modernes. Sally Struts a épousé le psychiatre William C. Rader le 18 décembre 1977 à Los Angeles, plein milieu de son succès hollywoodien. À l'époque, elle captivait des millions de personnes dans All in the Family, et leur mariage est devenu un événement très médiatisé. Les projecteurs ont apporté une surveillance accrue dès le début. William n'était pas n'importe quel partenaire. Il était une figure bien connue qui allait plus tard attirer l'attention à la fois tant qu'expert médical à la télévision et pour la direction d'un centre de traitement des troubles de l'alimentation dans les années 1980. Au moment de leur mariage, William avait déjà 3 enfants d'un mariage précédent, ce qui faisait de Sally non seulement une épouse, mais aussi une belle-mère. Du jour au lendemain, leur relation a commencé d'une manière inattendue. Sally avait besoin d'un cavalier pour un événement smoking et William a accepté de l'accompagner. À la fin de cette toute première soirée, elle était complètement amoureuse. Dans une tournure rare pour les années 1970, c'est Sally qui a demandé le mariage. Leur union s'est démarquée dans la société de Los Angeles à l'époque, réunissant les mondes de la célébrité et de l'intellect d'une manière que peu de couples avaient faite. Le couple a accueilli son unique enfant, une fille nommée Samantha. Sally a choisi ce nom parce qu'il avait une signification profonde. Enfant, sa mère l'appelait souvent Samantha Featherhead, et transmettre ce nom à sa propre fille a créé un lien qui s'étendait sur 3 générations. Samantha est née fin 1978 ou début 1969. Pendant sa grossesse, Sally croyait qu'elle attendait un garçon et a admis plus tard qu'elle n'avait pas choisi de prénom de fille avant la naissance. La décision d'utiliser le surnom de sa mère a donné à la famille un lien durable et sentimental. Le nom lui-même portait une signification supplémentaire de ses racines anciennes. Hébreu, Samantha signifie « écoute bien » et araméen et grec, cela signifie « fleur ». À peu près à la même époque, le nom est devenu encore plus reconnaissable grâce à des références culturelles, comme le personnage de Samantha Stevens dans Ma sorcière bien-aimée. Mais pour la famille Esters, le nom portait une signification bien plus personnelle. Malgré leurs débuts amoureux, le mariage de Sally et Williams n'a duré qu'un peu plus de 6 ans. Il s'est terminé le 19 janvier 1983 lorsque Sally avait 35 ans. La rupture est survenue à une époque de grands changements dans leur vie. Sally était toujours confrontée à la célébrité et à la pression qui ont suivi All in the Family, tandis que William construisait sa carrière psychiatrie et dans les médias. Pendant un certain temps, Sally a parlé chaleureusement de leur vie commune, disant après 4 ans qu'ils étaient suffisamment bien adaptés pour ne pas se sentir menacés par l'échec de paye de l'autre, mais leurs différences sont lentement devenues plus difficiles à gérer. William a expliqué un jour « Je suis un mari, pas un psychiatre pour ma femme », un commentaire qui laissait entrevoir des difficultés personnelles derrière les portes closes. Leur séparation a été finalisée devant la Cour supérieure de Los Angeles et l'histoire est devenue un sujet régulier dans les tabloïds. Le divorce a changé la vie de Sally de manière durable.
Elle est devenue une mère célibataire à une époque où l'on parlait peu des défis liés à la conciliation du travail à Hollywood et de l'éducation d'un enfant. Sally a fait des choix délibérés concernant sa carrière pour rester proche de Samantha. Elle a refusé des rôles qui exigeaient de longs voyages et a même pris du recul par rapport à la télévision à certains moments afin de pouvoir offrir à sa fille une éducation stable. 1941, elle a assuré à CBS qu'elle ne reprendrait pas son rôle de Gloria dans un autre spin-off de All in the Family, parti parce qu'elle ne voulait pas perturber la vie de sa fille. C'était une décision rare et audacieuse pour une star de son niveau. Des amis ont décrit plus tard comment Sally a transformé sa maison autrefois animée un environnement calme et stable pour Samantha. Elle a travaillé au théâtre, a fait du doublage et a participé à des émissions de télévision tant qu'invitée, choisissant avec soin des projets qui lui permettaient de rester présente dans la vie de sa fille. Avec le temps, Samantha a tracé son propre chemin, devenant la Dr Samantha Herder, psychologue clinicienne et fondatrice d'un sanctuaire de bien-être pour femmes. Beaucoup y ont vu la preuve que les sacrifices de Sally ont donné à sa fille les bases dont elle avait besoin pour réussir. Une partie de la détermination de Sally venait de sa propre enfance. Son père avait abandonné la famille, laissant sa mère élever les enfants tout luttant contre la dépression, se souvenir et se rester avec elle, et a façonné sa détermination à être une mère différente. Même faisant face aux défis de la monoparentalité et aux pressions de la célébrité, Sally a donné à sa fille la stabilité à laquelle elle aspirait d'elle-même. Parallèlement à son travail d'actrice et de mère, Sally est devenue un visage familier de la télévision américaine pour une autre raison. Pendant 35 ans, elle a été la porte-parole de Save the Children, autrefois connue sous le nom de Christian Children's Fund. Ses publicités, où elle parlait avec émotion de la pauvreté dont elle avait été témoin, étaient impossibles à manquer. Elle passait tard dans la nuit sur presque tous les grands réseaux, faisant d'elle l'une des défenseurs de la charité les plus reconnaissables des années 1980 et 1990. Son dévouement a permis de recueillir des dizaines de millions de dollars et d'attirer l'attention du monde entier sur les enfants vivant dans la pauvreté. Pourtant, l'exposition constante a également attiré la moquerie. Des émissions comme In Living Color et South Park ont parodié ses publicités, transformant ses demandes sincères blagues. Pourtant, elle n'a jamais cessé de se battre pour la cause, même si la réaction du public est devenue mitigée. Son travail caritatif l'a également mise danger réel. Lors d'un voyage Ouganda, ce qui était censé être une visite pleine d'espoir s'est transformé en une expérience terrifiante. Des guérilleros sont soudainement apparus des buissons, armés et méfiants. Ils ont accusé Sally et son équipe d'avoir enlevé un enfant. Dans un moment où sa vie ne tenait qu'à un fil, un prêtre qui voyageait avec elle a parlé dans la langue locale, calmant les combattants et demandant discrètement à Sally et aux autres de reculer lentement sans leur tourner le dos. Ce petit acte, mais essentiel, leur a probablement sauvé la vie. Tous les dangers ne venaient pas d'hommes armés. Lors d'un autre voyage, Sally a contracté l'hépatite, une maladie grave souvent transmise par de l'eau ou des aliments contaminés. Pour une mère célibataire, l'expérience a été profondément effrayante. Cela lui a montré les risques même que les enfants des pays pauvres vivaient au quotidien, et cela lui a rappelé que son travail pouvait lui coûter la vie. Après des années de dévouement, Sally a pris la douloureuse décision de se retirer. Elle s'est rendue compte que sa fille avait plus besoin d'elle que n'importe quelle cause. Si quelque chose lui arrivait à l'étranger, Samantha se retrouverait sans mère. Après 35 ans, Sally a recentré son attention sur sa maison, protégeant la fille qui avait toujours été sa plus grande priorité. Au début des années 1990, Sally Stars est devenue l'un des visages les plus reconnus des appels à la charité. Ses plaidoyers émotionnels pour Save the Children étaient censés inspirer l'espoir, mais ils ont plutôt attiré l'attention acerbe des émissions comiques. 1992, In Living Color a diffusé un sketch la montrant assise à une table remplie de nourriture, tout demandant des dons pour nourrir les enfants affamés.
Le public a ri, mais l'attention n'était pas portée sur la cause. Elle était sur la moquerie de Sally elle-même. La parodie jouait sur son poids et la faisait paraître hypocrite. 1997, la série d'animation South Park a diffusé son épisode Starving Marvin, montrant Sally entassant de la nourriture afrique, tout étant entourée d'enfants affamés. Les créateurs de l'émission, Trey Parker et Matt Stone, ont admis qu'ils pensaient qu'il était ironique qu'une femme surpoids fasse des appels publics à la nourriture pour les autres. Leur première ébauche était si extrême que Comedy Central a refusé de la diffuser parce qu'elle se terminait par des villageois qui tuaient et mangeaient Posséz et son personnage. Les moqueries ne se sont pas arrêtées à la télévision. Sally a raconté plus tard à Mark dans son podcast WTF qu'elle avait été choquée la première fois qu'elle a vu des cartes de vœux-ventes qui se moquaient de ses publicités. Elle se souvenait être entrée dans un magasin et avoir vu des cartes qui transformaient ses messages de charité émotionnelle blague. Elle a décrit être abasourdie que ses efforts pour nourrir les enfants affamés soient devenus du matériel pour un humour cruel. Les cartes montraient des images et des phrases qui tordaient. Ses expressions sincères chutent. Pour Sally, c'était la preuve douloureuse que même la bonne volonté sincère pouvait être retournée contre elle. Elle a dit que l'expérience l'avait amenée à remettre question la cruauté de la société et à se demander si la gentillesse pourrait un jour être prise au sérieux. Son apparence est également devenue une cible. Dans les années 1990, les humoristes et les commentateurs se concentraient souvent sur son poids, au lieu des enfants qu'elle essayait d'aider. South Park a utilisé son image comme un gag récurrent, tandis que In Living Color a lié ses blagues sur sa silhouette directement à son travail caritatif. Sally a admis dans des interviews que cette grossophobie était profondément blessante. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi son corps était plus important que la cause pour laquelle elle se battait. Les forums lignes et les discussions publiques n'ont fait qu'amplifier les moqueries, suggérant souvent que son poids rendait son activisme moins sincère. Les critiques constantes l'ont laissée émotionnellement marquée et elle a admis plus tard que la douleur de telles attaques avait éclipsé ses décennies de travail humanitaire. Au fil des ans, elle est revenue sans cesse à la même question. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? Elle avait du mal à comprendre pourquoi le fait d'aider les enfants affamés l'avait transformée une chute nationale. Elle a répété dans des interviews qu'elle était abasourdie par le fait qu'un effort pour sauver des vies soit devenu le sujet d'horribles blagues cruelles. Finalement, le bilan émotionnel a influencé sa décision de se retirer du travail caritatif public après 35 ans. Elle a expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement des dangers liés au voyage dans des régions pauvres et instables, mais aussi du traumatisme d'être moquée pour avoir pris soin des autres. Sally a également partagé un souvenir troublant impliquant Donald Trump bien avant qu'il ne devienne président. Elle se souvient avoir été assise face de lui lors d'un somptueux dîner à la Maison-Blanche et lui avoir demandé si elle pouvait utiliser le hall de la Trump Tower à New York pour une vente aux enchères d'art caritatives. Trump a souri et lui a dit « Bien sûr, appelez-moi ». Elle est repartie pleine d'espoir. Mais lorsqu'elle a fait le suivi, la réceptionniste l'a fait attendre pendant 5 minutes avant de finalement lui dire qu'il n'était pas intéressé. Pour Sally, le passage soudain de la générosité au rejet a été humiliant. Des années plus tard, elle a admis dans le podcast de Marc Maron qu'elle appelle maintenant Trump le trou du cul orange. Elle a dit que l'insulte ne concernait pas seulement son apparence, mais aussi à quel point son refus l'avait profondément blessée, d'autant plus que la demande avait été faite pour des enfants affamés. Un autre chapitre douloureux est venu de son passage à Broadway. 1945, Sally a joué aux côtés de Rita Moreno dans la version féminine de The Odd Couple de Neil Simon au Broadhurst Theatre. La production a duré 245 représentations, mais Sally l'a décrite plus tard comme l'une des pires expériences de sa carrière. Elle a dit que Rita était juste une personne méchante et difficile et a admis que l'environnement de travail toxique avait eu de lourdes conséquences émotionnelles.
Le spectacle a été un succès sur papier, mais pour Sally, c'était un cauchemar dans les coulisses. Ces dernières années, Sally a surpris le public par un changement personnel remarquable. À 77 ans, elle est apparue dans un documentaire de 2024, l'air plus saine et plus vibrante qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Elle a révélé qu'après avoir souffert de palpitations cardiaques fin 2022, elle a décidé de changer complètement son style de vie. Elle a perdu plus de 15 kilos grâce à l'aérobic quotidienne dans la piscine et à un régime à base de plantes, abandonnant ses aliments de confort préférés comme les cheeseburgers et la crème glacée. Sa famille a confirmé que son taux de cholestérol avait baissé et que son humeur s'était améliorée. Des photos d'elle lors d'un gala de charité mai 2024 sont rapidement devenues virales, beaucoup décrivant sa transformation comme stupéfiante. La même année, elle a finalement parlé ouvertement de sa longue relation avec Norman Lear, le producteur légendaire de All in the Family. Lear, décédé décembre 2023 à l'âge de 101 ans, avait été à la fois son mentor et une source de stress. Elle a révélé dans une interview 2024 qu'il critiquait souvent son jeu d'actrice, la laissant larmes dans sa caravane et provoquant parfois des crises d'angoisse avant le tournage. Pourtant, elle a admis que l'expérience l'avait forcée à développer sa résilience. Elle a dit qu'elle avait appris à défendre ses positions et qu'elle se sentait maintenant libre de parler de ses années douloureuses. À travers toutes ces luttes, Sally dit que sa plus grande fierté est sa fille, Samantha Struz Rader. Elle a élevé Samantha grande partie seule, l'emmenant souvent sur les plateaux de télévision et lors d'événements caritatifs. Samantha a obtenu son diplôme summa cum laude de l'Université de Californie, Santa Barbara 2010, et a obtenu son doctorat psychologie clinique 2017. Aujourd'hui, âgée de 36 ans, elle dirige un cabinet privé, prospère à Los Angeles et parle fréquemment de santé mentale dans des podcasts. Sally a dit qu'elle avait toujours voulu que Samantha ait plus d'opportunités qu'elle, peu importe le sacrifice. Leur histoire est maintenant considérée comme une preuve de la façon dont la résilience et l'amour peuvent changer le cours d'une famille. Même aujourd'hui, plus de 50 ans après que All in the Family l'ait rendue célèbre, Sally continue d'impressionner. Mars 2024, elle est apparue au Panthéon de la télévision où elle a fait une lecture animée de vieux scripts de sitcom. Le public lui a fait une ovation debout de 2 minutes, louant son énergie et son humour. Les critiques ont noté que son pouvoir de star ne s'était pas estompé et que son apparition a contribué à augmenter son nombre d'abonnés sur les médias sociaux de 45% une seule semaine. C'était un rappel que le vrai talent et la résilience ne s'estompent jamais, même après des décennies d'épreuves.